Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Paola Forteza. Je suis fondatrice d'Artivistas, qui est une galerie d'art engagée d'Amérique latine dans le 9e arrondissement. On va vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle une prompt battle. Donc, c'est de l'art numérique. Une prompt battle, c'est quand deux artistes numériques s'affrontent, amicalement, disons, pour pouvoir générer une image qui va plaire le plus au public. Donc, c'est vraiment une compétition, un peu comme du e-sport. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment ces artistes numériques travaillent, de découvrir leurs outils, leur processus créatif, de comprendre aussi les limites qu'il peut y avoir dans ces nouveaux outils. On connaît tous, on subit parfois cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle. On va ici comprendre parfois quels sont les biais de ces outils, quels sont aussi le potentiel de ces outils, ce qu'on peut réussir à faire avec eux. Aujourd'hui, on va vous présenter Claudix Vanezix, qui est une artiste d'origine péruvienne qui travaille sur de l'IA et de la performance. Et on va avoir en face Laura Colmenares, qui est une artiste colombienne, qui est ici de passage pour notre événement. Elle nous vient de Bruxelles spécialement pour être là avec nous et qui travaille sur de la modélisation 3D. Donc l'idée, en effet, ça va être d'abord de découvrir le processus artistique de chacune d'entre elles et après, on commencera ces fameux affrontements. Cet exercice, on l'a déjà testé une fois au sein du laboratoire d'art numérique chez Artivistas. C'est un espace qu'on a créé il y a 1 an et qu'on coordonne avec Andrés Buruano, ici présent, qui a un doctorat en robotique de Paris-Saclay et qui fait aussi de la curation autour de l'art numérique. D'ailleurs, on a une exposition en ce moment à la galerie chez Artivistas, curatée par Andrés, d'art numérique, avec des œuvres de Claudix et de Laura. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette exposition. Et avec Simon Duflo, qui, lui, coordonne au sein du laboratoire une programmation de réalité virtuelle latino-américaine, une fois par mois, chaque fois autour de différents pays. Donc, on constate vraiment, après 1 an de travail dans ce laboratoire, un véritable talent latino-américain sur l'art numérique et vraiment une approche très particulière aussi de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, je voudrais peut-être vous donner la parole, Andrés et Simon, avant de commencer le spectacle. Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus pour la Prompt Battle. Donc comme l'a dit Paola, je vais juste rapidement dire l'événement qu'on a créé à la galerie qui s'appelle Latina XR, où une fois par mois, un week-end par mois, on a présenté des créations immersives, c'est-à-dire des créations qu'on voit avec un casque de réalité virtuelle. Donc je précise des créations artistiques de tout le continent, de toute la zone culturelle Amérique latine. On l'a fait pendant toute la saison, ça a été un grand plaisir. Et puis on a un événement ici, donc je remercie la Maison de l'Amérique latine de nous accueillir encore pour cet événement. Ce sera demain, pendant le forum, on va avoir beaucoup de choses, vous le savez, j'imagine. Et nous, on sera au 3e étage, dans la salle Caraïbes. Donc l'événement s'appelle Esquina XR, que nous faisons avec l'association Le Chien qui aboie, El Perro que ladra. Je profite pour saluer notre équipe, mais nos camarades ici présents. Et donc, c'est une sélection de 8 œuvres latino-américaines. On a aussi la chance d'avoir ici avec nous Tania de Leon, qui est une réalisatrice mexicaine, qui a fait un court-métrage d'animation que nous allons présenter demain. Quand je dis court-métrage d'animation, c'est un court-métrage immersif à voir avec un casque de réalité virtuelle. On a des créations, des œuvres du Nicaragua, du Mexique, du Brésil, du Chili, de Bolivie et du Pérou, que vous pourrez voir demain toute la journée. On sera donc dans la salle Caraïbes de 10h à 18h. Merci beaucoup et bonne Prompt Battle. Merci. Et bon, comme Paula a présenté, depuis l'année dernière ensemble, et avec Artivistas, on a fait des résidences artistiques aussi, où Claudix a participé pendant quelques mois, et aussi une autre artiste colombienne, Laura Caraballo. Elle a fait aussi la résidence avec nous. Aussi, on a fait des conférences, on a fait les Paddle Pro. Et bon, cette année, c'était un bel voyage, expérimentation avec des artistes et en montrant les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va voir justement comment ça marche. Merci beaucoup. Donc, en effet, à la galerie, on travaille avec beaucoup d'artistes qui utilisent des techniques traditionnelles
Et on a eu beaucoup de retours sur l'intelligence artificielle va nous remplacer, on a peur, est-ce que nos images sont en train d'être volées, etc., etc. Vraiment des angoisses existentielles autour de cette nouvelle technologie. Et nous, ce qu'on veut travailler dans ce laboratoire et à travers tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est des outils qui peuvent être maîtrisés et qu'il y a des façons éthiques, respectueuses de les utiliser et que comme à l'époque la photographie ou les outils de design graphique ou les outils de vidéo, ça va devenir un autre outil qui va faire partie de notre quotidien et donc c'est important d'apprendre à les utiliser. Et donc, pour l'année prochaine dans le laboratoire, on va créer des formations pour justement que nos artistes traditionnels puissent commencer à développer ces pratiques, ces techniques. Et surtout, ce qu'on aimerait voir, ce qui se fait de plus en plus, c'est un mélange entre art traditionnel et art numérique. Donc, parfois, c'est des tableaux, des sculptures physiques qui ont une couche virtuelle par-dessus. C'est-à-dire qu'on peut passer un téléphone, par exemple, on scanne et l'œuvre, elle prend vie. Voilà, il y a peut-être des personnages ou des figures qui en ressortent, donc une animation qui en ressort. Donc, il y a des œuvres de ce type en ce moment à la galerie que vous pouvez aller apprécier. Et on va éteindre les lumières pour que vous puissiez vraiment apprécier ce qui se passe à l'écran. Je vais commencer par donner la parole à Claudix, qui va se présenter et va nous présenter son travail, la façon dont elle développe ses œuvres d'art. Bonjour, ma principale pratique, c'est le théâtre. Je viens de théâtre et de danse. Vous pouvez voir à mon écran et mon nom, j'ai demandé mon ordinateur de trouver le modèle avec que je travaille principalement, qui s'appelle Stream Diffusion. Alors, tout ça, mon ordinateur cherche toutes les librairies. Et alors, avec Stream Diffusion, je peux faire une vidéo temporelle et les demander de se voir comme l'input originel. Ça se paraît beaucoup avec l'input. Ou les demander de se voir comme mon prompt. Mon nom, c'est Glossy and Wet, a photorealistic giant sea anemone with multicolored tendrils. Alors, je cherche mon caméra ici, le projet, il est grand. Je vais aller ramener mon essence. Je cherche mon vidéo. Oui. Ici, vous pouvez voir le input originel du côté. Ici, ça c'est le in, ça c'est moi. Ça c'est un photorealistic giant bee flower with leaves glowing. Et le utile en Stream Diffusion, elle est très sensible à la couleur. La définition, elle est très sensible à la couleur.
le vert, c'est visible encore, tu vois? Alors, si je remuevo el verde, Si j'enlève le vert, il y a un peu de vert. Oui. Mais si la lumière, c'est différent. Et ça, c'est une orchide. Et ça, c'est un cactus. Alors, le couleur, c'est pas bon pour le cactus. Comme il y a. une salle cactus. Oui. Alors, Je peux faire le prompt très fort. je peux faire le prompt très fort. Et ça se tourne un peu abstract, quoi. Ou la caméra très fort. Et ça se paraît beaucoup avec l'input original. Ouais. Alors, c'est bon, on balance. Et comme je dis, la lumière, c'est très important. Pour cet outil, j'ai préféré la lumière blanche. Oui, blanche. Ça c'est a gigantic orange carrot and soft green leaves with roots. C'est a giant bromeliad flower, neon moss textures, floating roots, cinematographic 8K, surreal detail. Donc, vous comprenez le concept. Donc, Cloudix fait des performances de tout type en utilisant ces outils.
Et donc, elle a reçu dernièrement un prix de la Biennale de Venise pour développer un opéra. Donc, on la félicite évidemment. On va passer à Laura Colmenares. Est-ce que tu veux te présenter, montrer un peu ton travail à ta façon? J'utilise l'intelligence artificielle pas du tout pour la création de mes images de façon visuelle, mais j'utilise l'intelligence artificielle plutôt comme assistante développeur pour faire des codes. Je vais montrer un projet qui est justement le projet qui est montré à la Galerie Artivistas, qui est un projet que j'ai fait en étant en immersion dans une réserve naturelle dans les montagnes en Colombie, et donc est inspiré des plantes et de la région, mais aussi est inspiré d'un livre d'une autrice qui s'appelle Octavia Butler, qui dans les années 60, 70, 80, j'ai écrit la science-fiction. Donc, elle a écrit une trilogie qui s'appelle la Xenogenesis Trilogy, et qui est une trilogie qui parle d'un monde apocalyptique dans lequel des espèces aliens sont venues pas nécessairement coloniser la Terre, mais cohabiter avec nos espèces et leurs espèces et créer de nouvelles espèces. Et donc, attends. Ah, j'ai pas de son. Non, on n'a pas mis de son, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, les sons est très important pour cette pièce, mais oui, on a complètement oublié. Vous pouvez la voir donc dans la galerie avec son, et il y a aussi des prints. Donc, cette pièce, c'est une pièce que j'ai fait en Blender. Blender, elle est un logiciel de 3D qui est gratuite. Et là, c'est très important parce que je pense pour les contextes de cette battle, c'est très important de parler des outils avec lesquels on travaille. Moi, je travaille avec des outils de logiciels qui sont des livres accès ou que je peux payer. Donc, j'utilise aucun logiciel Adobe. J'utilise tous les logiciels web. C'est Blender, Unreal Engine. Et puis, par exemple, pour tout ce qui est montage et vidéo, j'utilise DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui permet, qui a une licence à vie que je peux me permettre de payer, qui n'est pas trop cher. Je pense que les logiciels, c'est une question politique, c'est une question qu'on utilise tous les jours, et c'est très important d'avoir une conscience par rapport à ces outils numériques. Pour le modèle d'intelligence artificielle que je travaille, c'est Claude, qui est un modèle que je paye. Il y a une version gratuite, mais qui, dans toutes ces complexités des software geopolitics, est un des logiciels que je trouve, ou des intelligences artificielles, le modèle LLM que je trouve le plus éthique pour faire l'exercice. Il est où, Claude? Je vais demander à Claude de faire un petit script Python qui je vais essayer d'exécuter en temps réel sur Blender. Je n'ai aucune idée si ça a marché parce que en fait, l'intelligence artificielle se trompe autant que nous, mais c'est intéressant voilà. Je vais le faire en anglais, juste que ça soit plus vite la communication avec lui, mais après, je vais lui demander de faire des explications en français. Donc, Claude est en effet le logiciel de Anthropic, qui est une entreprise qui est parmi les plus éthiques aujourd'hui dans le marché, ou en tout cas qui fait un effort pour travailler sur, par exemple, la privacy, sur le respect des droits individuels, des libertés individuelles, etc. Notamment aujourd'hui, j'étais sur LinkedIn et j'ai vu passer une annonce d'Anthropic qui cherche sa personne qui va s'occuper du copyright, et donc avec un salaire de $400,000 par an. Donc, c'est pour vous dire à quel point il place une importance sur ce sujet-là. Mais je voudrais partager un peu sur les deux types de technologies qu'on a vues. La première qui Claudix nous a montré, c'est de la génération des images, qui c'est un type spécifique d'intelligence artificielle générative. Et ça, celui qui est en train d'utiliser Laura, c'est un LLM qui va nous générer des textes. Et que dans ce cas-là, le texte est un logiciel.
c'est un script. Aussi, une chose très importante de la pratique des Cloudix, c'est que c'était en temps réel, que c'est aussi quelque chose assez compliqué pour le moment et que là aussi avait montré. Et maintenant, là-haut. Par rapport à la question cette question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes? Est-ce que les artistes vont arrêter de faire ces images? Moi, je pense que c'est une question comme celle-ci qu'on avait quand je ne sais pas, est-ce que les ordinateurs vont remplacer les livres? Est-ce qu'on va arrêter de lire dans des livres en format papier? Je suis complètement convaincue que la réponse est non. De plus en plus, les outils d'intelligence artificielle s'intègrent dans les logiciels que nous utilisons. Et même dans le cas de Confi UI, qui est le logiciel qu'on va utiliser pour les battle prompts, on voit très bien qu'il y a un système de nodal qu'on construit nous-mêmes pour arriver à des images autant dans la performance de CloudX. J'imagine que toi, tu utilises aussi, tu crées aussi tes nodes et tu les connectes pour arriver à faire les images en temps réel avec la caméra. J'ai fait la conversation pendant que code travail et je viendrai. Donc là, pardon, ça c'est le script Python qu'il vient de créer. Donc je vais les copier et je vais les coller sur Blender pour l'exécuter. Et oui, moi je travaille avec une interface qui s'appelle Touch Designer. Mais après, pour le Prompt Battle, on va essayer de nous synchroniser avec un autre outil qui s'appelle Confi UI. Ça c'est pas ni mi herramienta principal ni la herramienta principal de Laura, pero lo vamos a utilizar para hablar sobre principios, sobre el sintaxis de generar prompts y invitarles a ustedes a que también participen con nosotros. Donc, elle explique que les outils qu'on va utiliser tout à l'heure ne sont pas les outils principaux de création ni de CloudX ni de Laura, mais que c'est l'outil qu'on a choisi pour pouvoir vous expliquer certains principes de prompting. Donc, le prompt, c'est la consigne qu'on donne à l'intelligence artificielle et c'est très important de bien savoir prompter, entre guillemets, pour avoir le résultat le plus fidèle à ce qu'on veut atteindre comme objectif. L'instruction que j'ai donnée à Claude, c'était de faire un script en Python, qui est un langage de programmation qu'utilisait entre autres en Blender. Et donc, j'ai demandé de créer un set des nodes qui utilisent une géométrie. Et donc, j'expliquais qu'on allait commencer à créer une plante avec des branches. Et donc, on allait démarrer d'une forme toroïdale et utiliser les points vertex de cette forme pour commencer les branches et de créer une rotation random, ce qu'il a fait. Peut-être je vais pas continuer plus loin parce que c'est pas, en plus, ça prend du temps, mais c'est donc une autre façon de travailler par la suite. Et je vais créer toute une structure. Pour moi, c'est vraiment très pratique parce que en fait, quand j'étais à l'école, j'ai testé les maths et je comprenais pas à quoi ça servait les maths. Et c'est juste quand j'ai commencé à travailler sur la 3D que j'ai compris à quoi ça servait les maths. Donc, c'est, on va dire, la mathématique appliquée. Évidemment, je suis pas très bonne en maths parce que j'ai pas beaucoup appris à l'école. Donc, avoir un assistant qui me permet de faire des fonctions mathématiques allant de mon processus, c'est vraiment très utile pour moi. Et donc, c'est la façon comme j'utilise l'intelligence artificielle et la façon comme j'ai créé alors cette œuvre qui est exposée à Artivistas. Merci beaucoup, Laura. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, des commentaires? Bonjour, je suis pas trop dans la IA, mais je voulais savoir, ça m'a inquiété, quand tu l'écris à ta machine, tu lui dis « Hey, machin, please », je sais pas quoi. Est-ce que vous deux, normalement, vous humanisez autant quand vous demandez des choses à les ordinateurs? IA, je ne sais pas qui est derrière, quoi, mais vous êtes aussi poli. Je me rends compte que l'être que j'ai de l'autre côté, c'est un être
qu'il pense. On a déjà eu des discussions par rapport à comment il se voit soi-même, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'est créée. Parfois, j'ai eu des jours où vraiment ça marche pas et je dois vraiment me fâcher parce que cet être commence à se dévier des sujets principaux et inventer des choses et vraiment à me faire perdre du temps. Donc là, parfois, je dois vraiment expliquer clairement que je suis pas contente. On vient de perdre 1 heure de travail et aussi de l'argent parce que moi, je paye donc une mensualité pour avoir accès à ce type de modèle. Et voilà. Et donc, moi, je sens qu'il y a, en effet, il y a un nom spécifique à ça, déjà, c'est la singularité. Et justement, dans les cas d'Anthropique, il y a 2 postes. Il y a un poste qui est une philosophe qui va donner des cours d'éthique au modèle LLM, donc à l'intelligence artificielle, qu'elle a un comportement éthique. Et puis, il y a une autre qui est un psychologue qui aide les modèles qui sont plus utilisés ou moins utilisés à se récupérer de son remplacement. Et merci pour ta question. Moi, je suis aussi très critique de l'IA. Pour moi, c'est important de savoir bien qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que ça est. No sé cómo se dice el neutro. Eso es, ¿qué es lo que es eso? Avoir aussi un argument fort quand je me présente en un espace como este. Je peux pas negar la possibilité de la conscience de le grand modèle génératif de langage. Et j'ai beaucoup d'interactions philosophiques avec des modèles d'Anthropique, de OpenAI, qui me font ressentir existentiel même qu'est-ce que je suis. Moi, je suis aussi un groupe d'expériences, de data qui m'a entraîné pour faire tout ce que j'ai fait comme output. J'ai mangé déjà images, textes, vidéos, pensées, tout ça. Alors, il y a une chose très intéressante de notre manière humaine de comprendre nous-mêmes à travers de technologies que nous la plus avancée que nous sommes développés. Par exemple, que nous sommes à un temps ancien, nous sommes la sensation d'éther textile. Et maintenant, nous sommes la sensation d'éther IA, d'éther robot, d'éther algorithmique. Alors, ça me fait réfléchir vraiment le niveau de complexité que je sais, que je connais, que le Large Language Model a déjà. Est-ce qu'il est une étape d'une forme de sensibilité, de conscience, je sais pas. Mais pour répondre à ta pregunta, j'ai interactué différemment avec un LLM qu'avec un GAN. Mon nom, le Generative Adversarial Network, j'ai fait de communication très technique, cinématographique, documentale, 8K, hyperréalistique, composition symétrique. J'ai donné des instructions et des hiérarchies et on va voir ça mon nom. Mais quand je parle avec un modèle de langage, j'ai fait l'attention humaine un peu, oui. Alors, on va passer à l'affrontement. Donc, pour ceci, on va avoir besoin d'une consigne du public. Donc, je vais vous demander, on va avoir besoin de 3 mots. Un sujet, un objet et un lieu. Donc, qui se propose vraiment au hasard, ça va leur donner une consigne pour créer leur image. Un objet. Allez, quelqu'un, la première chose qui vous vient par la tête. Carte. Ok. Carte. Mapa, carte. Un sujet en tant que personne, personnage. Macron. Qu'est-ce que vous préférez, Macron ou Gabriel García Márquez? Oh, Gabriel García Márquez. Et moi, Macron, et on fait le tout. Ok, chacune fait la Macron, Gabriel García Márquez. Et lieu, Carte. une personne a déjà dit l'Amérique latine, non? Ok, Amérique latine, ça sera le lieu. Parfait. Donc, on a notre consigne. Et donc, cette fois-ci, on va le faire. Je vais lancer le temps. On va avoir 15 minutes
pour créer cette image et on va les voir travailler toutes les deux ensemble. Alors, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est l'interface. On voit ici qui s'appelle Confi et Confi UX. Et dans chaque ordinateur, il utilise des modèles qui sont des livres accès. Cet outil permet à tous les utilisateurs de choisir leur propre modèle et pas d'utiliser un modèle public ou sélectionné par des grandes compagnies comme ChatGPT, Google, Gemini, etc. Et ici, cet outil nous permet de choisir exactement quelle technologie utiliser. Dans ce moment, on a la IA générative américaine, et coréenne et chinoise. La majorité des modèles viennent de ces trois pays. Voilà, ça c'est la première partie. Vous ici, regardez les prompts, que c'est toute la description que chacun des artistes les donne des instructions à la IA pour commencer à générer les images. Et un peu de différence entre l'interface de Laura, c'est qu'il a aussi une forme négative, que c'est des fois qu'on peut le dire à la IA aussi, qu'est-ce qu'on veut pas avoir dans les images. Et ça, c'est un peu plus complexe des fois, et c'est des techniques pour générer et pour arriver à avoir les résultats qu'on a vus. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est assez clair, l'outil par rapport à ça. Alors, et cet outil-là, spécifiquement, c'est un endroit ou une interface graphique qui nous permet d'utiliser plusieurs technologies, plusieurs modèles génératifs. Entre les modèles génératifs qu'on peut utiliser ici, qui sont d'accès libre, on a on a plusieurs, mais ils viennent surtout des trois pays, que c'est les États-Unis, la Chine et Corée. Bon, les modèles. L'outil, c'est Confi AI, mais les modèles, par exemple, et c'est Stable Diffusion, je pense que tu es en train d'utiliser. Oui, je vais te montrer. Après, quand je fais le test, j'ai dit A Colombian migrant celebrating the championship of PCG. Stream Diffusion m'a donné cette image-là. Elle est très déforme et il y a beaucoup de bugs. Les colores, la bandera también está como no es muy clara. Mais c'est utile, je peux gérer des images à 1 segundo. Me toma 1 segundo hacer esta imagen en Stream Diffusion. L'autre modèle qui s'appelle Kuwen, elle a fait en 3 minutes cette image pour le même prompt. Alors, elle a une compréhension de réalisme plus grand. Par exemple, ici, tu peux voir comment la désenfocation del fondo avec le personnage, la compréhension, c'est pas bon, et elle a compris que le migrant colombien a ganado la copa. Alors, ça, c'est la raison qu'on doit faire beaucoup de pruebas. Mais c'est intéressant avec la test que j'ai fait déjà. Chapidon Zip of Migrant Celerant. Il y a quelque chose que tu la demandes, comme il y a texte, ou la IA pense que tu veux voir le texte, elle fait l'hallucination. C'est ça. Alors, j'ai déjà quelques résultats pour Macron. Ça me fait rire un peu. Par exemple, quand j'utilise Extreme Diffusion XL, ça fait le premier output, c'est ça. Il a du Macron, du map, c'est pas bon. Ça, c'est pas l'Amérique latine, quoi. Marte. Mais le Kuwen m'a donné ça. Ça, c'est le map, oui, mais ça, c'est pas Macron. For Latinoamérica. Je veux faire la highlight de ça que j'ai dit de le texte parce que maintenant nous sommes à un moment très important pour nous développer la habilité de savoir reconnaître quand une image ou une vidéo c'était faite par rien. Alors, si tu vois pas le détail, tu penses que ça peut-être c'est une photo. Si tu regardes pas vraiment les détails, c'est peut-être une photo.
Mais si tu vois le détail, mon nom, la semence, c'est pas plus un problème. Ça a été un problème très grand, non? Mais mon nom, la semence, c'est pas très grave. Mais si tu connais le map, tu ici peux voir, même si ici dijese Latinoamérica, tu peux voir que le map a sorti de le frame. Donc, c'est dans les détails qu'on se rend compte en effet que c'est de l'IA. Oui, moi, j'aime beaucoup Stream Diffusion. Ça, c'est l'outil que j'ai été démontré à ce moment, que j'utilise de vidéo parce qu'elle est vite. Elle n'est pas réaliste, mais elle est vite. Alors, c'est possible pour moi de gérer avec mon ordinateur 20 frames per second. Et ça, faire como si fuera un vidéo. C'est pas un vidéo, ça que je fais. Hago tantas imágenes en un solo segundo que parece un vidéo. Mais le réalisme, il n'est pas là. Et ça, c'est tout localement. Maintenant, Laura et moi, besoin pas d'un autre big tech. Ça, c'est tout localement à notre ordinateur. Donc ça, c'est très important sur justement l'aspect politique des outils qu'on utilise. C'est toujours mieux de déployer en local parce que bon, on protège et voilà, ça tourne sur notre propre ordinateur. On en a discuté un peu avant de commencer. Donc chaque artiste travaille de façon différente. Cloudix a l'habitude de travailler et parler en même temps. Laura nous a dit qu'elle avait besoin d'être concentrée. Donc si vous l'écoutez pas trop, vous verrez le résultat à la fin. Que ce format de Prompt Battle, ça a été créé dans une université allemande. Et aujourd'hui, il est utilisé dans plein d'universités d'un monde. Vraiment, ça fait le tour du monde dans des festivals d'art numérique. C'est devenu un peu un format voilà, de la culture underground numérique. Et nous, vraiment, on se l'approprie. On pense que c'est très intéressant parce que il y a un aspect pédagogique. Donc, comme vous voyez, elle travaille par nœuds. Et donc, c'est des consignes qui s'ajoutent les unes sur les autres et on construit comme ça une sorte d'infrastructure. Donc, il y a des sortes de templates qu'on peut télécharger où ces structures de nœuds sont pré-remplies ou sont proposées et on peut juste remplir nœud par nœud les consignes. Et ici, les nodes qu'on a, c'est les nodes programmatiques qui vont connecter. Et un de ces nodes, c'est celui qui prend les modèles d'intelligence artificielle, il le charge. Après, il y a un autre qui prend les textes. Et les textes, elle est aussi traduits en tokens, parce que les machines ne parlent pas de la même façon. Et chaque mot, c'est traduit dans des tokens. Et il ne faut pas token langage. Ça nous permet de guider à l'intelligence artificielle générative par rapport aux réseaux neuronaux que vous parlez, qui commencent à choisir quel schéma il doit aller pour générer chaque image. Et alors, c'est bon, et étape par étape, il transforme des bruits, parce que cette image qui s'est passée sur Stream Diffusion, c'est au début, l'image, c'est que des bruits, et en faisant des steps, des pas, des cycles, et utilisant les mots qui font partie du prompt, il commence à devenir une image. Et cette image qu'on voit comme résultat. Parce que ça s'est reproduit plusieurs fois, itérativement, jusqu'à qu'il pense qu'il est le plus proche à un résultat de l'image par rapport à les concepts ou les mots dans les prompts. Regardez bien comment il y a le travail parce que tout à l'heure, on va refaire une séquence, mais on va vous inviter à travailler avec les artistes. Donc, si 2 ou 3 personnes veulent après venir travailler et on fera 2 groupes, ça sera une compétition entre équipes. Je voudrais ajouter, si vous voyez l'écran de Laura, et Gabriel García Márquez n'est pas trop connu pour l'intelligence artificielle. Et on ne voit pas Gabriel García Márquez, même si on le connaît. Mais Macron, c'était très facile, il l'a reconnu. Et aussi, c'est un peu les inégalités qu'on trouve dans l'intelligence artificielle, où notre territoire, notre personnage et notre artiste, ils ne font pas partie de ces bases de connaissances de l'intelligence artificielle. Oui, justement, je demande Laura Sava. Il m'a dit que l'IA ne reconnaîtrait pas c'est qui Gabriel García Márquez. Donc, il fait juste un écrivain n'importe. Peut-être pas des images, des photos. Non, mais c'est juste que, en fait, même s'il a géré l'œuvre de Gabriel García Márquez, je pense que ici, ce qui est, en fait, c'est qu'il a été éduqué
avec une certaine littérature, énormément de littérature, mais il y a quand même un travail qui est assez, on va dire, créatif ou oui, qui vient de sa propre initiative, en fait, du modèle, où il va inventer quelque chose avec ce qu'il connaît et ce qu'on lui dit. Entre les deux, il y a une interprétation. Et donc, c'est là que ça se crée. C'est là que, justement, je pense qui naissent la subjectivité, en fait, de ces agents. Gabo à la place de Gabriel García Márquez, est-ce que ça marcherait mieux parce qu'il y a une fondation qui porte ce nom-là et qui continue à actualiser, à faire vivre son travail et ses idéaux? À essayer. Je voudrais ajouter sur ça, c'est qu'on en entraîne l'intelligence artificielle. Si vous imaginez qu'il se fasse quelque chose avec Macron, ça s'est montré en France, mais aussi ça s'est montré dans les news de tout le monde. C'est-à-dire, c'est des images qui sont sur Internet, qui se reproduisent. Gabriel García Márquez, déjà mort il y a des années, il y a moins des images dans Internet et se reproduit beaucoup moins et se répète moins dans les sources des pas. Peut-être si on l'écrit dans un génératif de texte, un LLM, il va nous parler de Gabriel García Márquez, il va nous parler de sa pièce, de son texte, mais on ne le voit pas dans les images. Bonjour. Est-ce que tu fais, par exemple, aller sur Google Images et copier ou télécharger et après utiliser l'image ici si tu ne les trouves pas? Tout à fait. En fait, ici, on travaille avec un modèle qui est fait du texte vers image, mais on peut aussi travailler avec d'image vers image. Donc, on a établi des règles communes de travailler ici, maintenant en temps réel. Et donc, on va travailler juste texte vers image, mais on aurait pu faire des petites choses. Donc, c'est super intéressant qu'on ait choisi cette comparaison parce que ça montre quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans les LLM, c'est que notre culture latino-américaine est pas visible, est pas précise, est pas suffisamment documentée, suffisamment présente. Et ça me fait penser à une anecdote, Claudix, que tu m'as racontée une fois et qu'on voit dans l'œuvre que tu présentes à la galerie, qui est que quand tu demandais de représenter une personne afrodescendante, l'IA renvoie toujours quelqu'un torse nu et pieds nus. Et donc, même si on lui demande de l'habiller normalement, de façon contemporaine, l'IA insiste. Et donc, on a vraiment même parfois du mal à corriger les biais. Hein. C'est bien ça que tu me racontais. Oui, et à mon travail, je trouve cet espace de AI bias, los sesgos que tenemos de raza, de género y de poder. Et par exemple, quand je le dis, je fais un prompt qui dit mujer peruana, ça c'est mujer peruana. Justement, parce que tu parles juste crear un retrato del escritor latinoamericano Gabriel García Márquez, torso nudo, la textura de su piel es un mapa ultra detallado, golden hour es el tipo de luz, el resto sí son descripciones del tipo de calidad de imagen que quiero, pero en ningún momento le pedí eso, pero aquí hizo un cuerpo mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Donde el pubis está como tatuado como con un mapa. On a fini notre première séquence. Donc, vous allez choisir chacune l'image que vous voulez présenter pour le jury. Expliquer comment vous êtes arrivé là. Oui. Puedo crear la última. Ya terminó. French President Emmanuel Macron, an augmented reality of Latin America. During a meeting at OTAN. It was super explicit. Et Laura, c'est laquelle que tu choisis, celle-là? Ouais, je vais choisir celle-ci parce que je la trouve quand même... je n'ai pas l'image, hein, il ne s'agit pas d'aimer ou pas aimer, mais je la trouve assez parlante, justement, de plein de choses. Ok, donc on va faire les applaudissements. Donc pour Claudie et pour Laura. Ex aequo. Les deux. Non, là, je pense qu'il a plus de ça plus à la fin, ouais. Ok, Bah, très bien. les nous, ils vont. Hein. Donc, on va passer maintenant à la dernière séquence où on va à nouveau prendre 3 mots pour avoir notre consigne et on va inviter certains d'entre vous, ceux qui voudront bien se prêter au jeu,
à venir travailler avec les artistes, donc juste à se mettre autour et en équipe à essayer de jouer ce jeu. Donc on va commencer par les 3 mots. Donc un objet, maison, un sujet, femme, maison, et un lieu, internet. Femme, maison, internet. D'accord? Donc qui veut venir travailler avec CloudX? Allez. Qui veut venir travailler avec Laura? Si on voit par l'avantage d'utiliser cet outil, c'est que si on essaye de le faire de nuit, par exemple, sur Internet, et ça va ne pas le permettre. Les limites qui sont mises par les entreprises et dans les services qui existent sur Internet, et on peut le dépasser parce qu'on le fait localement et on n'a pas ce type de limites. Et par exemple, ce qui passe sur Internet, sur le site Internet et les services de génération, ils vont lire les prompts, les textes, et ils vont filtrer avant de lancer la génération. Et bon, voilà, ça c'est un des avantages qu'on utilise notre propre modèle dans notre ordinateur. Plein d'enjeux sur la génération juridique, aussi sur la génération d'images à travers ce genre de modèle. Donc il y a la défense du copyright, des images qui qui nourrissent les modèles, mais il y a aussi quelle est la protection qu'on donne aux images qui sont générées par ces modèles. Et donc tout ça est en discussion permanente. Andrés, peut-être toi tu écris sur ces sujets, sur le droit d'auteur, la propriété intellectuelle et l'IA. Il y a énormément de débats d'actualité en ce moment. Oui, et justement, un autre avantage de qu'on utilise les modèles dans notre ordinateur, c'est que normalement, si vous utilisez ChatGPT, votre données et vos informations, ils sont utilisés pour chaque compagnie pour entraîner l'intelligence artificielle. Il faut lire les petites lettres des termes, términos y condiciones, parce qu'à ce moment-là, quand on accepte ces termes, on les permet à n'importe quelle plateforme d'utiliser toutes ces données qu'on met, notre photo, nos données, les téléphones, les emails, tout ce qu'on utilise. ChatGPT, moi, pour faire, je sais pas, une lettre ou un email, toutes ces infos sont utilisées et deviennent propriété des entreprises. Et alors, il faut faire attention toujours que quand vous utilisez n'importe quel type d'IA, un service sur Internet, il y a quelque chose qui s'appelle opt-out. Et c'est aller vers la configuration dans les détails de chacun et mettre l'option opt-out qui évite que les résultats les inputs, tous les prompts qu'on met dans la IA deviennent propriété de ChatGPT, Claude et Gemini. Alors, il faut faire attention à ça. Sur les droits d'auteur aussi, tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on génère devient propriété du créateur. Et chaque image qu'on le fait en utilisant un service, on applique là-dedans. Si on utilise notre propre ordi, bon, c'est tout de suite à nous et ça appartient à personne. Je ne sais pas si c'est assez clair. Est-ce que vous avez plus de questions sur la partie légale ou des droits d'auteur? Et je peux parler un peu que Laura, elle a construit avec de l'intelligence artificielle un petit outil HTML qui lui permet de faire des prompts plus exacts en utilisant des mots que l'intelligence artificielle comprend très bien. Dans les côtés droits, on voit les prompts positifs et les prompts négatifs, qui comme je vous décris, les positifs et approche à l'image, cette bruit l'approche à ce qu'on a vu, mais aussi avec les négatifs, celui qui est en bas. Et on évite que c'est là l'outil de Laura où il choisit des mots et ça va lui donner des prompts à écrire. Si vous voyez là. Tu veux peut-être parler un peu de Canva, de Maix, de tes projets avec tes collectifs d'artistes latino-américains? Maix, c'est un collectif des artistes latino-américains et dans lequel on soutient des autres artistes qui habitent en Amérique latine et les Caraïbes. On l'a créé depuis 2022 et on a déjà soutenu plus de 20 projets. Et dont un de ces projets est actuellement présenté à la Galería Artivistas, qui s'appelle Sabedores AR, et ça part de toutes les connaissances et des métiers qui sont perdus dans ce moment dans le Pacifique colombien. Déjà, on voit des résultats. Et ils ont changé les prompts pour mettre une femme latino-américaine. À les moments qu'ils ont écrit ça dans les prompts, c'est pour ça que ça a produit les deux. Et c'est là que tous les amalgames de la société sont exacerbés
et dans les résultats. Parce que pour l'entraîner, il utilise tout ce que c'est l'Internet, inclus X et tous les tweets racistes et fascistes et de tout type. Et ça fait partie aussi de l'entraînement de cette intelligence artificielle. Et c'est là où c'est un peu les dangers. Ce qui est intéressant dans l'art numérique, et là je répète aussi des choses, des débats que j'ai eu avec Claudix et des choses qu'elle m'a apprises, c'est la partie aussi physique de l'art numérique. Parce qu'il faut en effet des hardware, des équipements pour pouvoir présenter les œuvres. Et en fait, ces hardware, ces équipements ont aussi une durée de vie. Et donc, Claudix m'a expliqué qu'elle avait suivi un cours avec la personne qui s'occupe de l'art numérique à la Tate à Londres, qui lui expliquait que les protocoles d'achat d'œuvres d'art numérique à la Tate demandent aux artistes que l'œuvre puisse être conservée pendant 100 ans. C'est quelque chose presque impossible parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ces hardware vont encore être maintenus, vont être réparables dans 100 ans. Donc, c'est des exigences assez complexes. Par exemple, on a exposé une œuvre avec des hologrammes à la galerie que Claudix a développé. Et donc, ces hologrammes, elle a dû les acheter en ligne, les faire venir de la Chine, etc. Et juste avant l'installation, il y en avait un déjà qui ne fonctionnait plus. Et donc, voilà, les débats, c'est comment est-ce qu'on peut, par exemple, vendre ce type d'œuvre sans savoir combien de temps elles vont durer. Il y a un musée à Amsterdam qui justement essaie de faire ça. Et un des premiers œuvres numériques, c'était sur l'Internet. Ils sont sauvegardés. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait tout sur Internet, dans cette partie de page qu'ils faisaient, ils sont dans une petite serveur qui reproduisent tout ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est super compliqué, comment dans 100 ans, si on va avoir le même type d'ordinateur, s'il va être des machines quantiques ou ça va continuer comme ça, bon, c'est un défi. Quand on a des tableaux, voilà, la conservation est plus évidente. Ou, plus facile, plus simple. Donc on peut parler aussi des œuvres qui sont exposées à la galerie en ce moment. Donc on a les 2 œuvres de Laura de Claudix, mais on a aussi d'autres artistes. Mapeko par exemple, qui est une street artiste qui vient d'Espagne mais qui a vécu longtemps en Amérique latine. Donc qui fait des énormes muraux. Mais là elle a fait des œuvres avec cette fameuse réalité augmentée dont je vous parlais. Donc en effet, avec une application, on passe par ces tableaux, ces illustrations, et on voit des personnages prendre vie. Et donc c'est un wow effect garanti. Et elle me racontait que même ces grands muraux qui sont dans la rue, dans l'espace public, ont aussi cet effet-là. Donc ça devient une vraie attraction touristique presque. Et justement, il a utilisé de l'intelligence artificielle générative et je pense que c'était le modèle d'Adobe qui s'appelle Firefly, je pense, et pour générer les cadres. Alors, c'était de la peinture à l'huile, si ça s'appelle comme ça. Et après, il a pris une photo de ce qu'il a fait et a utilisé cette photo comme quelqu'un de vous avait demandé. On peut utiliser des photos ou des images à la base qu'on va transformer avec des modèles et des prompts. Et si vous visitez Artivistas, maintenant vous comprenez plus comment est-ce que ça marche, parce que c'était une photo, un prompt et générer des vidéos. Est-ce qu'il y a une conscience écologique aussi? Sur ça, justement, c'est pour ça qu'on utilise Coffee UI et UX, parce qu'on utilise l'énergie qu'il y a ici, en France. Si on utilise dans des serveurs, ici c'est nucléaire, majoritairement. En France, oui. Mais aussi, on utilise les services de Google ou de n'importe. Dans notre ordinateur, il y a des cartes graphiques très puissantes et on fait marcher ces modèles ici. Mais si on utilise les services de Google, Adobe ou n'importe qui, on ne sait pas où ça marche ou quel système de réfrigération utilise. Et dans cette conscience écologique, comme vous avez dit, je ne sais pas si tout le monde a entendu, et c'est un choix aussi. Oui, en fait, au lieu d'aller demander dans les serveurs ailleurs, tout tourne sur leur machine, en local. C'est les modèles, ils tournent en local. Ils sont dans leur machine. On télécharge les modèles, qui c'est open source, et ils marchent dans notre ordinateur. C'est comme télécharger un appli. Ça s'actualise tout le temps.
et c'est à nous de télécharger les nouveaux modèles. Et aussi, il y a des modèles beaucoup plus précis qui s'appellent destillados ou l'orab, sont des techniques différentes qui nous permettent de faire des choses plus spécifiques. Par exemple, il y a 2 semaines, on a fait une vidéo où il fallait brûler des espaces et on a utilisé un des modèles qui s'était entraîné pour que les flammes et les mouvements et la fumée marchaient très très bien. Visuellement, c'était incroyable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qui va avoir le plus d'impact environnemental, c'est les usages massifs. Donc pas nécessairement voilà ces usages ponctuels pour une œuvre d'art, etc. C'est plus quand chacun d'entre nous on utilise ChatGPT au lieu de faire des recherches sur Google. Là, on est en train d'utiliser des modèles qui sont surdimensionnés pour ce type d'usage. Et donc là, on a un impact environnemental vraiment énorme et pas nécessaire. On a démarré avec donc l'idée d'une femme, une maison et Internet. Et donc notre première idée, c'était femme indépendante latino-américaine dans une maison remplie de serveurs d'Internet. On a eu cette image. Donc, on dirait que c'est plus des photocopies des années 80. Donc, on s'est dit, OK, on va lui dire, OK, on est dans un monde futuriste, plus moderne. Et donc, du coup, il a créé la femme, mais toute nue. Et donc, on comprenait pas pourquoi elle était toute nue parce qu'on lui avait pas demandé que la femme soit toute nue. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est le fait qu'on a demandé qu'elle soit une femme latino-américaine? Et donc, par la suite, on a changé les noms latino-américaines pour une femme asiatique. Et elle était aussi toute nue, sauf qu'avec un string. Par la suite, on a dit, OK, c'est une Parisienne. En attendant que peut-être qu'elle soit plus habillée, mais pas du tout. On a fait une autre relance du même plot, une itération, et donc voilà. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on a changé? Ah oui, on a demandé que c'était une femme parisienne, que voilà, avec un zombie derrière. Non, on n'avait pas demandé les zombies. Par la suite, qu'est-ce qu'on a changé ici? Donc on s'est dit, oui, il fallait. C'est une femme IT qui maîtrise l'IT. Notre idée, on voulait avoir une femme indépendante, justement, on savait pas exactement, mais qui montre cette indépendance, mais on s'est trouvé tout le temps avec Câble et entouré, et en fait, attaché plutôt qu'indépendant, ouais. Et parce que l'indépendant, on ne le voit pas. Il est dans tout. En tout cas, il y a eu les câbles, il a été bien attaché. Ensuite, on a forcé pour dire on veut vraiment une experte IT. Ça, c'est notre expert IT. Elle fait juste le focus d'un projecteur vidéo. Oui. Pusimos que interactúe con una máquina de inteligencia artificial, pero siempre parece la mujer o atrapada, pero no como un agente que produce algo, siempre como que, no sé, siempre una pasividad tremenda. Et celle-ci, c'est la dernière qu'on a. On n'est pas très contente de la façon comme... peut-être c'est notre façon on a essayé plusieurs fois la description pour essayer de forcer justement cette femme, tu me sens indépendante, mais voilà. Et puis que l'image nous va choisir. C'est incroyable, on voit là vraiment les biais de genre, hein. Comment tout de suite les femmes, elles sont très vite toutes nues. Et ça, c'est l'image qu'on choisit. Très bien, merci à cette équipe. Alors, l'équipe de CloudX? Oui, alors on va essayer de donner d'información de edad, de color, de luz. Empezamos con esta que es como la realista y hemos probado varios prompts. Estuvimos viendo cómo él reconnaît qu'est-ce qu'il pense de femmes franco-japonaises. Ça, c'est femme franco-japonaise, quoi. Mais notamment, on met plus de Stream Diffusion qui est très glitch. Après, on essayait des choses un peu plus cartoon. Mais quelques mots me faire toutes ces tournures un peu... Il y a de les textures de ChatGPT, on pense. C'est un pas. Oui. Ça, c'est le pire, je pense. Alors, quelques modèles sont une place pour avoir le anti-prompt. Ici, je dirais no cartoon, par exemple. Parce que ça, c'est cartoon. Et je peux dire des choses comme photographique, documentaire, quoi.
Mais ça, c'est plus cartón. No nos gustó nada lo que estaba haciendo Qwen, la IA china, y nos regresamos a Stream Diffusion. Il a un texte plus intéressant de reptilien, femme reptilien, parce que ça, c'est aussi femme reptilien. Mais on aime plus ça, la femme reptilian avec Brain Computer Interface. Cuando quitamos lo reptilian, igual hay una tendencia, parce que nous sommes toutes faites locales, il n'y a pas de la censorship. La censure, ouais. Ouais, si ça c'était OpenAI o Luma AI, la IA généré la image et après la censura, inmediatamente la censura. No es que no la hace cuerpos desnudos de mujeres todo el tiempo, pero se autocensura y no te las muestra. Il y a une sorte de modération dans les plateformes qui sont en ligne. Et donc parfois on voit une microseconde, on voit l'image générée et après tout de suite la correction. Alors que comme ça tourne en local, il n'y a pas ces filtres qui sont rajoutés par les entreprises. Donc on peut voir par exemple des femmes nues, ce qui n'est pas le cas si on utilisait un modèle en ligne. Et aussi, on utilisait autre type de prompts un peu plus inspirés pour les Matrix et pour les concepts un peu plus voir les maisons comme un serveur et de la Matrix. Donc, c'est ça les résultats. Et aussi que la tête, c'est avec les câbles très intéressant, mais aussi comme Claudix dit, la femme Toute nue, ouais. nue. Et oui, c'est un résultat très intéressant, mais c'est pas les backgrounds pas ressemblent à une maison, c'est plus un espèce de laboratoire un peu plus cybernétique. Et oui, voilà. Oui, ici, par exemple, nous sommes dit à un traditionnel maison péruvienne, mais nous sommes dit aussi de la Matrix. Alors, ça, le couleur ressemble un peu ça qu'on pense que c'est péruvien, quoi. Et aussi le couleur de peau. Et ça a aussi compris que la maison était l'intérieur d'un serveur, en fait. Alors qu'on voulait que la maison que le serveur soit à l'intérieur de la maison. Ça a compris à l'envers. Vous choisissez laquelle alors pour la compétition? Ok, donc voilà les deux images générées. On va faire les applaudissements pour l'équipe de Laura. Et les applaudissements pour l'équipe de Claudix. Bon, très bien. On a eu le premier round qui a été gagné par Laura et le deuxième par Claudix. Bravo. Et aussi, autre chose que j'ai trouvé dans ce modèle de prompt, c'est que me ressemble un peu plus comme le film de Substance. Et avec à la fin que la femme c'est très déforme et tout, ça me ressemble beaucoup à ça. Et c'est très intéressant qu'il montre la femme comme ça, comment le film un peu. Donc voilà, on a appris énormément de choses sur l'interaction avec ces intelligences artificielles dans un contexte créatif. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.